Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi, hein? Aujourd'hui, c'est jour de Classico. Aujourd'hui, c'est jour de Classico, de Liga. Aujourd'hui, c'est jour de victoire. Aujourd'hui, c'est jour de +12. Aujourd'hui, c'est peut-être la veille du titre de demain. Voilà, après cette petite intro épicée pour mes fans barcelonais, on va bien sûr débriefer la victoire du FC Barcelone sur le Real Madrid au Camp Nou, 2-1. Voilà, donc la victoire qui s'est dessinée dans les tout derniers instants d'un match qui m'a donné envie, franchement, de croire en nouveau dans l'avenir des Classicos. Bon, je m'emballe clairement. Non, mais ça m'a vraiment donné envie de faire ce débrief parce que c'est un des Classicos, c'est plus les Classicos qu'on avait récemment, assez mou, où ça concernait plus que les supporters des deux clubs. Là, on a vu un match où les deux équipes envoyaient. Là, on a vu un match où il y avait de la tension, il y avait de l'engagement, il y avait du jeu offensif. On a vu quoi? On a vu des équipes qui allaient dans tous les sens. Il n'y avait pas ce contrôle-là un peu stérile, stéréotypé à la barcelonaise, j'allais dire, mais à l'espagnol, où à un moment donné, tu vas faire tourner pour essayer de contourner, non? Ce match-là était très emballé dès le début et il s'est encore plus parti en cacahuète au bout. Je pense au milieu de la deuxième période où les deux équipes se rendaient coup après coup. Mais là, on va en parler dans la vidéo juste après les formations des deux équipes. Alors, du côté du Barça, on avait Ter Stegen au but, Koundé, Christensen en défense centrale parce que t'avais Araujo sur le côté, il avait un client à stopper. Baldé sur le côté gauche. Milieu de terrain, Busquets, De Jong, Sergi Roberto. J'attendais Kessié, mais on a eu Sergi Roberto. Et au vu du match, ça a été payant les deux. Finalement, Gavi en ailier gauche, Lewandowski en pointe et Rafinha sur le côté droit. Du côté du Real Madrid, c'est un système similaire, on le sait, hein, toujours dans ce 4-3-3 qui est finalement à 4 milieux de terrain. Donc voilà, Courtois dans les buts, excellent Courtois, là on va avoir l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Rudiger, Militao, Nacho Fernandez, Carvajal, Camavinga, Kroos, Modric au milieu de terrain, Fede Valverde en ailier droit, Benzema en neuf et Vinicius sur le côté gauche. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Ce match, à part de ce que j'ai dit au début où il y avait beaucoup d'intensité, c'est enfin un Classico qui donnait envie qu'on le regarde, hein, d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, il y a beaucoup de déchets techniques, bien sûr, c'est pas le match parfait, le match type, mais en tout cas, c'est un match qui était beaucoup plus plaisant que ce qu'on a pu voir, et on va en parler tout de suite. Alors, dès le début du match, tu vas avoir une frappe de Benzema, mais qui est pas très dangereuse, et ça va être très révélateur de ce qu'a produit en vrai de vrai le Real Madrid dans cette rencontre. Ils n'ont pas été très dangereux, on n'a pas eu un Ter Stegen qui a dû s'employer, quoi. Contrairement au gardien d'en face, on n'a pas eu un Ter Stegen qui a dû s'employer. On avait un Vinicius, comme d'habitude, on l'a déjà dit dans la vidéo du débrief du match de la Copa. La stratégie du Real Madrid, malheureusement, c'est on va être très solide, on va compter sur l'engagement et le moral, le mental et sur le sérieux de notre effectif. Et on va essayer de maximiser nos temps forts et on va balancer sur un Benzema, un Vinicius. Et je commence un débrief du match du Barça sur une chaîne du Barça en parlant du Real Madrid parce que c'est symptomatique de ce que fait le Real Madrid et ça permettra de mieux expliquer, de mieux aller en longueur sur le FC Barcelone. On va compter sur un autre duo Benzema-Vinicius, sauf que Vinicius c'est 70% de l'atout offensif du Real Madrid en fait, et Benzema qui court après sa meilleure forme, la forme spectaculaire qu'il y a eu l'an dernier. Donc c'est un petit peu compliqué et on l'a vu parce que quand tu comptes uniquement sur Vinicius face à une défense qui est très bonne cette année, autrement dit la défense du FC Barcelone, et encore plus quand tu vas décaler Araujo sur le côté pour aller bloquer Vinicius, à ce moment-là, il se passe ce qui se passe. C'est que tu as un Vinicius qui finalement, malgré tout son talent, malgré le fait qu'il soit très virevoltant, l'un des meilleurs ailiers gauche au monde, l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, il faut le dire. Moi, c'est mon avis, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et franchement, je vous invite à débattre dans les commentaires ou à m'en parler si vous n'êtes pas de mon avis. Moi, je pense que Vinicius fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et aussi, il faut le dire aussi, Araujo fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Bien sûr, c'est le début de sa carrière, mais il faut le dire parce que là, avoir cette versatilité, voilà, on y est arrivé. Pouvoir jouer en défense centrale et pouvoir jouer en latéral, on l'a vu. Il a pas mal stoppé Vinicius, même si on a à la 9e minute ce but contre son camp d'Araujo sur un centre de Vinicius, je sais même pas où il allait aller finalement. Donc c'est manque de peau pour l'FC Barcelone. Donc là, tu vois, le match, tu le commences un peu entre guillemets sous de mauvais auspices, alors que juste avant, tu avais plus le contrôle sur la balle, tu mettais plus d'impact, et le Real Madrid n'était pas spécialement dangereux. Mais à partir de là, on va pas voir grand-chose du Real Madrid, si ce n'est la caricature, comme je vous ai dit, la passe sur Vinicius, et en espérant qu'il fasse quelque chose. Donc à ce moment-là, moi, quand je vois le but, je me dis, déjà, je partais un petit peu pessimiste. Je voyais le Real Madrid être très embêtant, je ne nous voyais pas gagner, en vrai, je vais être honnête. Au début du match, à l'avant-match, je ne voyais pas gagner. Je ne sais pas, est-ce que c'est
voilà, l'inquiétude du supporter ou quoi. Je ne voyais pas l'FC Barcelone gagner. Mais dès qu'ils ont mis le premier but et j'ai vu comment ils ont joué, je me suis dit, j'ai encore des doutes parce que je pense pas que le Barça va pouvoir dérouler. Mais si le Real Madrid n'a que ça à proposer, je pense que c'est jouable. Et la suite du match, ben, j'ai quand même changé d'avis. Surtout après l'égalisation, je me suis dit, bon, là, je pense qu'on gagne 2-1 ou 3-1 et c'est ce qui s'est passé finalement. Et à l'image de ce que je suis en train de vous dire, quand le Real Madrid inscrit ce but-là, encore une fois, sur le contre son camp de Araujo, on voit un Barça qui ne s'est pas débiné en fait. On voit un Barça qui ne s'est pas débiné, qui a continué à jouer son jeu. On a vu un De Jong extraordinaire. La première période a été très très bien jouée par De Jong. Et un bon contrôle du milieu de terrain aussi par Busquets, par Sergio Roberto. Un mois avant le match, quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, Sergio Roberto, Busquets, encore dans les gros matchs, ils vont nous plomber. Surtout quand tu as en tête ce que le Real Madrid fait en Europe. Là, tu dis bon, voilà. Tu dis bon, ils vont exploser face à eux, mais non, on dirait que c'est l'antidote. On dirait qu'ils explosent en Europe contre n'importe quelle équipe, mais face au Real, ils arrivent à gérer. Je comprends pas. Je sais pas, donc on a un Busquets, on a un Sergio Roberto qui ont tenu la baraque, qui se projetaient bien. Et après, il faut souligner, encore une fois, pourquoi Rafinha a été frustrant. Rafinha avait beaucoup la balle, Rafinha a beaucoup tenté de centre. Rafinha n'est pas le joueur, on l'a dit dans d'autres vidéos. Moi, il m'a énervé parce qu'il était entre guillemets responsable de la créativité offensive de l'équipe. C'est pas Sergio Roberto qui va le faire, c'est pas De Jong qui va le faire, même s'il peut apporter. De Jong, c'est pas un numéro 10, c'est un numéro 8 qui se projette très très bien. C'est un double pivot aussi qui se projette très très bien, qui peut apporter, mais ce n'est pas quelqu'un qui va avoir de la grosse créativité balle au pied. Tu n'as pas Pedri, tu n'as pas Dembélé, tu n'as pas un ailier gauche qui peut être créatif, et Lewandowski est beaucoup trop esselé. Donc qui doit créer à ce moment-là? C'est Rafinha. Et Rafinha n'est pas un joueur pour prendre l'attaque d'une équipe tout seul à son compte. C'est un joueur qui va très bien s'intégrer dans un collectif où l'animation elle est bien faite, où il y a beaucoup d'individualités qui permettent de créer, et il va sublimer un collectif. C'est pas quelqu'un qui va être la pierre angulaire d'un collectif, et on l'a vu. Parce que quand t'as pas un milieu de terrain qui crée avec toi, quand t'as pas de latéral qui va venir t'aider, c'est compliqué. On a vu Rafinha perdre beaucoup de ballons. Ça, c'était un petit peu mon petit coup de gueule, même s'il ne fait pas un mauvais match. Hein, il met en danger quand même 2 fois Courtois qui est obligé de s'employer. D'ailleurs, il faut parler de la première mi-temps de Courtois, parce qu'à l'image, même si le Barça fait une bonne première période, ils ont eu des bonnes occasions, avec la frappe de Lewandowski, la frappe de Rafinha, la tête de Rafinha. Courtois a dû s'employer pas mal de fois pour bloquer les offensives du FC Barcelone et permettre au Real Madrid d'espérer de finir sa première période un petit peu à 1-0, et c'était le maximum que ce qu'il pouvait faire. Et je pense que c'était mal payé pour le Barça, jusqu'à ce qu'il y ait cette égalisation de Sergio Roberto. Donc j'ai reçu pas mal de messages. Alors ton Sergio Roberto, oui, bon, moi je l'aime bien sur ce match. Sur ce match, il n'y a rien à dire. Donc il y a le but de Sergio Roberto, très opportuniste. Et on voit tout le soulagement de Ronald Araujo à ce moment-là. Donc on se dit, ça va, je pense que le match se remet sur de bons rails. Et l'avantage du Barça d'avoir marqué juste avant la première période, juste avant la fin de la première période, c'est que tu entames la deuxième période sur de bonnes bases, avec un visage beaucoup plus conquérant. Et on l'a vu, parce que l'FC Barcelone entame avec, encore une fois, toujours la même envie. Ils vont se projeter plus en avant, et ils ont beaucoup d'occasions. Bien sûr, il y a beaucoup de déchets techniques. On a vu, c'est pas le même... Quand j'avais dit tout à l'heure, on a vu enfin un classico qui redonne envie justement de revoir des classicos, parce que c'était devenu un match... avant, c'était des chocs mondiaux. C'était un choc mondial, en fait. C'était un choc mondial, c'était planétaire. Tout le monde regardait le classico. Moi, je me souviens, quand je regardais des matchs, c'était le quartier qui était à moitié Barça, l'autre à moitié Real Madrid. Et c'était partout, dans toute la planète. Ça a créé des divisions, que ce soit entre amis, dans la famille, etc. Je l'ai vécu, je le vis aussi. Mais à ce moment-là, le match du classico a perdu en tension. Et quand tu vois ce match-là, bah, on commence à retrouver cette flamme-là. Parce que même s'il n'y a plus le contrôle au milieu de terrain, pour différentes raisons, hein, le Real Madrid, bien sûr, stratégiquement, on sait qu'Ancelotti, même si c'est un grand coach, je ne me permettrai pas de critiquer, surtout pas moi qui commence à faire des vidéos sur Internet, mais ça n'a pas été un coach qui va instaurer une grosse idée de jeu ou un gros système de jeu tout terrain. Ça va être un coach qui va beaucoup jouer sur ses forces et avoir une excellente gestion de son effectif et des forces qu'il a. Quand tu as une équipe qui s'essouffle un petit peu dans la créativité offensive du côté du Real Madrid, et en face en plus, tu as un FC Barcelone qui, milieu de terrain, bah, n'a pas de créativité, encore plus avec les absents, ce qui fait que ça te donne un match décousu, et encore plus vers la fin, où les deux équipes vont faire, ça va être de l'attaque-défense, un peu un aura football. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. Et à ce moment-là, le FC Barcelone, peut-être avec leur naïveté, leur manque de technique, leur manque d'individualité assez forte dans la créativité, bah, tu les voyais perdre beaucoup de ballons dans des contres. On voyait Baldé qui essaie de se projeter. Comme je vous l'ai dit, on a vu un Rafinha
peut-être qu'on comptait beaucoup trop sur lui. On voit qu'il peut faire parce qu'il était dans l'ambition. On a vu les combinaisons qu'il avait avec Sergio Roberto. On a vu les combinaisons qu'il pouvait avoir avec Lewandowski, qui lui aussi a encore été trop esselé. Mais bon, là on en a parlé dans d'autres vidéos. Le 9 à Barcelone, il est un peu esselé. Quand il n'y a pas Pedri, quand il n'y a pas Dembélé, c'est compliqué. Je pense qu'au retour des deux, on verra beaucoup plus un Lewandowski. Parce qu'il faut voir, hein, il est servi par Roberto, Rafinha, où je viens d'en parler, et Gavi. Donc voilà, c'était compliqué, mais on a vu un match assez intéressant où le Barça, globalement, je pense qu'il était un peu plus protagoniste. Hein. Ter Stegen n'a pas spécialement été inquiété, si ce n'est quelques accélérations sur le côté du Real Madrid, des crochets, quelques frappes de Vinicius, mais qui n'étaient franchement pas du tout dangereuses, jusqu'à l'entrée d'Asensio. Et c'est le fait marquant parce qu'Asensio qui rentre, on voit tout de suite, hein, il garde la balle, le danger de pouvoir mettre une frappe. Joël Espanyol qui arrive à jouer dans les petits espaces parce que le Barça est compact en bloc bas. Forcément, il faut des joueurs qui peuvent combiner en une touche. Et c'est ce qu'a pu faire, Marco Asensio jusqu'au but d'Asensio. Voilà, donc à ce moment-là, moi quand je prends le but, je crois que c'est autour de la 81e. Moi je vois pas l'hors-jeu. Mais c'est normal, tu vois pas l'hors-jeu parce que c'est un hors-jeu visible qu'à la VAR finalement. Moi je vois pas hors-jeu, je me dis. Ah merde, on se prend le but de 1, c'est pas mérité, c'est nul parce qu'il faut penser aussi comme un supporter. Il faut dire la vérité. Même si j'essaie d'être un maximum objectif dans mes vidéos, mais à ce moment-là, tu dis, ah, franchement, le Real Madrid n'ont pas proposé quelque chose pour aller gagner le match. Ça pourrait être un hold-up, revenir à 6 points. Flemme, quoi. Et là, je vois, attendez, la VAR. Même si moi, qui d'habitude n'est pas très favorable à la VAR, je peux dire que là, ça nous a été utile. Hors-jeu pour quelques centimètres. Et finalement, là, ça aurait pu être un tournant du match parce que ça aurait mis un sacré coup au FC Barcelone. Encore une fois, dans cette optique de l'équipe qui est en train de se construire. Et là, tu as le but qui est refusé et on voit un Barça qui reprend du poil de la bête. Parce que même s'ils ont tenté quelques actions, mais ils n'étaient pas très précis. Et là, on les voit et ça s'accentue sur le but du Real Madrid. On voit l'entrée de Kessié, on voit l'entrée d'Ansu Fati. Le Barça continue de jouer, le Barça continue de presser, le Barça continue d'envoyer. Et jusqu'au but, jusqu'à la 92e minute, où tu vas voir cette très très belle combinaison entre Baldé et Lewandowski. Et là, on voit tout le génie de Lewandowski. Franchement, la talonnade, elle est incroyable pour resservir Baldé. À l'image, pour ceux qui ont vu le match entre Chelsea et Borussia Dortmund, la talonnade qu'a pu faire Havertz pour envoyer toute une action, c'est la même chose. Là, une très très belle talonnade de Lewandowski qui avait réussi à éliminer son vis-à-vis. Ça envoie Baldé. Et là, on a eu les chills. On a ressenti ce qu'a pu faire cette combinaison entre Baldé et Kessié. On a ressenti le Jordi Alba, Lionel Messi à la 92e minute. Décalage sur le côté, la passe à ras de terre, plat du pied. Bien sûr, ça n'a pas la même importance, ça n'a pas la même beauté, ça n'a pas la même tension, etc. Mais bon, en tant que fan du Barça, on se raccroche à ce qu'on peut. Hein. On se raccroche à ce qu'on peut. On se raccroche notamment à une Liga qui arrive. Hein, parce qu'après la victoire, là, on est content, c'est la libération. Le Barça mérite de prendre ce match. C'est vrai que généralement, quand tu marques à la 92e, ça a un peu effet hold-up, etc. Surtout quand on t'a privé d'un but juste avant. Mais en toute objectivité, je pense qu'un fan du Real Madrid, objectivement, même s'il peut être dégoûté, on peut sortir ce qu'on veut. C'est un match qui a été très disputé, il y a eu beaucoup de tensions. On a vu encore le petit gangster de Barcelone, Gavi, aller se battre un peu avec tout le monde. Mais je pense que globalement, la victoire du Barça est méritée. Avec un Kessié qui a su se projeter, parce que mine de rien, il est dans la surface avec Ansu Fati seulement. Hein. Il arrive à se projeter. Un Baldé qui s'impose maintenant définitivement, je pense, comme le latéral droit du Barça. Il doit prendre en expérience un peu à l'image de toute l'équipe. Et on a vu un Barça qui est parti tranquillement en fin de match, aller chercher sa petite victoire. Tranquillement, non, je pense que c'est juste un abus de langage. Il est parti dans l'euphorie, aller chercher sa victoire dans son Classico. Et par la même occasion, Kessié, qu'il aurait cru inscrire le 3 millième but de l'histoire du Barça. Et au coup de sifflet final, après 96 minutes d'affrontement, un Classico, encore une fois, qui, je ne vais pas dire que c'est les Classicos mémorables, mais c'est un Classico qui fait plaisir, déjà de 1, parce qu'on gagne, mais déjà de 2, parce que je pense qu'on a assisté quand même à un match un peu plus plaisant que ce qu'on a vu. Et le Barça qui va aller maintenant mettre 12 points à son vis-à-vis. Voilà, 12 points, est-ce que ça serait de la prétention de dire que oui, c'est bon, la Liga elle est acquise? Je pense pas, mais il faudrait un cataclysme pour voir ce Barça-là, avec cette gestion-là, aller perdre ce match, aller perdre plusieurs matchs, pendant que le Real, eux, avec la constance qu'ils n'ont pas en Liga cette année, à l'avoir après ce match-là, ça demanderait beaucoup de choses pour que le FC Barcelone perde son titre, donc je pense que c'est acquis. Et en plus, c'est juste avant la trêve, donc c'est très bien, ça permettra à tout le monde, pour ceux qui vont aller en équipe nationale, ceux qui y vont pas, c'est très très bon pour tout le monde. Et là, tu permets déjà de gagner 3 classicos de suite, hein, donc c'est un autre tour de remettre un petit peu... reprendre la suprématie sur les classicos, sachant qu'il en reste un le 5 avril prochain, pourquoi pas faire le poker, pourquoi pas faire la quadra.
Parce que là, entre 2019 et 2022, c'était le Real Madrid qui faisait sa loi pendant les Classicos. Et là, le FC Barcelone qui redonne un peu de joie à ses supporters et qui se dirige normalement vers son premier titre national, en tout cas pour le de championnat, depuis 2019. Voilà, ça c'était par rapport au match. Après, pourquoi ce genre de victoire est intéressante pour le FC Barcelone? C'est intéressant parce que, encore une fois, il faut que ce groupe-là apprenne à grandir. C'est un nouveau cycle, le Barça est en train d'écrire une nouvelle histoire. Et si tu as envie de t'imposer sur la scène européenne, et on dit que l'expansion du Barça se fait par la scène européenne, mais elle doit commencer sur la scène locale. C'est des questions qu'on ne se posait pas quand on avait fait 8 Ligas en 10-11 ans, là, avec l'époque de Messi, etc., où c'était incroyable. Donc, quand Messi disait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur, là, on commence à s'en rendre compte. Parce qu'avec un effectif moins fourni, avec un effectif moins fourni, avec un club dans la crise, c'est une nouvelle histoire qui doit s'écrire, un nouveau groupe qui doit créer sa propre histoire, se lancer, créer sa propre carrière finalement, parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de jeunes. Donc c'est très important pour cette équipe-là qui doit apprendre à gagner dans la souffrance, qui doit apprendre à renverser un score, qui doit se solidifier mentalement, qui doit apprendre à créer un groupe puissant, et pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, bien sûr, que ce soit pour les titulaires et les remplaçants, que ce soit pour le coach qui consolide sa place, qui est un petit peu critiqué parce que ça fait 1 an et demi qu'il est là, qui est le parangon du beau jeu mondial. Hein. Je pense que quand tu penses au beau jeu, tu es obligé de le mettre avec son historique et son incroyable compère Andrés Iniesta comme les ambassadeurs d'un beau jeu, et encore plus au Barça. C'est important pour lui parce qu'il fait face à beaucoup de pression. Bon, là, j'ai pas encore d'astuce de montage, hein, donc on va le faire en live. Vous allez apprécier les aléas du direct. Et face à un club qui doit apprendre à gagner et des supporters qui doivent apprendre maintenant à apprécier des victoires et à avoir plus fier, entre guillemets, avoir plus fier, apprendre à avoir plus fier de leur équipe. Bref, donc j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Donc c'est une nouvelle histoire qui commence à s'écrire et on voit des cases qui se cochent avec comment rebasculer cette Liga parce que tu perds le Classico au match aller. Là, tu commences, même tu te fais éliminer en Coupe d'Europe, les deux. Je sais que c'est un coup assez dur, malgré tous les investissements que tu as consenti à faire. Mais gagner en Supercopa, gagner en Coupe alors que tu as plein de remplaçants, maintenir une grosse pression sur le Real Madrid en gagnant systématiquement chaque semaine, en montrant des visages de plus en plus intéressants, au moins d'un point de vue costaud, parce que le poncif que je répète tout le temps, les attaquants te font gagner des matchs, le défenseur et le gardien te fait gagner un titre. Là, on est en train de le voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, le Barça n'est pas flamboyant dans le jeu. Oui, c'est pas le grand Barça. Oui, est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Bien évidemment. Avec le retour de leurs joueurs, oui. Est-ce qu'il y a autre chose à construire? Oui. Mais moi, je le dis, comme j'ai dit pour la dernière vidéo, il est très important d'avoir ce bloc défensif, de développer le mental d'une équipe. Parce que regardez le Real Madrid l'année dernière, c'est une équipe qui, sur le papier, doit se faire éliminer face au Paris Saint-Germain, doit se faire éliminer face à Chelsea, doit se faire sortir face à Manchester City, et même face à Liverpool, ils ne sont pas grandement favoris. Et à chaque fois, ils te tapent parce que mentalement, ils ont appris à gagner ensemble, à perdre ensemble, à souffrir ensemble, et à croire en eux. Et c'est ce genre de processus que le FC Barcelone doit avoir. Donc, et quoi de mieux comme sparring partner, entre guillemets, le Real Madrid. Donc à ce moment-là, le Barça a réussi à gagner avec cette nouvelle jeune génération, et il faudra maintenant garder cet état d'esprit, l'inclure, qu'il devienne une nature finalement d'être très très solide défensivement. Le football, il a changé, comme dirait un de mes sosies. Je ne sais pas si vous avez vu une petite ressemblance. Imagine que j'ai un dégradé, je pense que je ressemble un peu à Mbappé. Mais à ce moment-là, il faut que le Barça apprenne à développer cette nature-là d'être très très solide défensivement, de ne plus forcément être là à attendre, et ça c'est un message aux supporters, que le Barça qui va jouer en 15 000 transitions de gauche à droite, latérale, etc., jouer tranquillement. Non, le Barça doit apprendre à jouer maintenant vers l'avant, être plus explosif, épouser un football moderne fait de beaucoup d'intensité. C'est pour ça que je critiquais beaucoup Busquets et Roberto. Aujourd'hui ils m'ont fait mentir, mais je pense que globalement ça ne changera pas pour moi. On en parlera bientôt sur la vidéo d'analyse du milieu de terrain, parce que j'en ai fait une sur la défense, je vous invite à aller la regarder, mais je ferai la même pour le milieu de terrain et pour l'attaque. Donc à ce moment-là, le Barça doit apprendre à faire ça ensemble. Et s'il développe ça cette saison, avec quelques renforts cet été, on pourra aborder la saison prochaine où on aura plus facilement la latitude de travailler offensivement. Et en plus, ce qui est intéressant, et là je me rappelle, c'est que maintenant que tu mets à 12 points le Real Madrid, il reste 11 matchs. Donc tu as plus de points d'avance que de matchs restants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je pense que ça pourra te laisser le temps de tenter autre chose, de travailler autre chose. Tu as un coussin, tu es assez confortable pour enclencher maintenant la transition vers un jeu beaucoup plus protagoniste pour la saison prochaine. Voilà, je pourrais rester à en parler encore pendant longtemps. 20 minutes, c'est assez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à donner vos avis, à aller me suivre sur mes réseaux sociaux.
On pourra en parler. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, les gars. Ouais, ça 20 minutes, il fait tard. Là. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Sinon, prenez soin de vous et on se voit très très bientôt. Visca le Barça, apport la Liga et on se voit très 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 vite.